Bienvenue sur le podcast du regroupement des jeunes conseillers du Québec. Le podcast où les histoires inspirantes propulsent les conseillers indépendants de demain. Mon nom est Jade Quentin, votre animatrice pour le podcast des conseillers de l'avenir, propulsé par UV Assurance. Bonjour les filles! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Bienvenue sur le podcast des conseillers de l'avenir. Alison, ma co-animatrice aujourd'hui. Oui, bienvenue. Merci. Puis aujourd'hui, notre invitée spéciale, Caroline Thériault. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. On est super content de te recevoir. Puis j'aimerais qu'on commence par te présenter, Alison. Est-ce que tu voudrais nous présenter Caroline? Absolument. Donc, Caroline Thériault, conseillère en sécurité financière depuis environ 16 ans, si je ne m'abuse. Elle est une leader bien connue du domaine financier via ses différentes implications. Elle est aussi présidente de son propre cabinet qui s'appelle Gestion de patrimoine, Caroline Thériault Incorporée, coproductrice et animatrice du débat des finances avec Jade, notre co-animatrice. Ton expertise, c'est d'accompagner les clients en transition, que ce soit l'approche à la retraite, pendant la retraite ou lors des séparations plus complexes. Tu maîtrises aussi l'art du partage de patrimoine, là, comme peu savent le faire. Au-delà de la femme de finance que tu es aussi une maman de 2 garçons et une passionnée de l'éducation financière. C'est une belle description, ça. Ouais, merci. Oui, c'est complet. C'est moi, c'est tout Super. moi. Mais c'est super, on apprend à te connaître d'entrée, mais aujourd'hui, on va aller encore plus en profondeur pour apprendre un peu c'est quoi ton parcours. Puis, tu sais, Caroline, moi, j'ai la chance justement de te connaître depuis quelques mois, puis je suis vraiment contente que tu partages aujourd'hui ton expérience parce que je pense que chaque expérience est différente. Puis, tu as développé des expertises au fil des années, puis tu es une passionnée comme moi de la vulgarisation. Fait que, on y va. Je vais la poser, la première question. Parle-nous donc de ton parcours. Comment ça que tu as décidé à un moment donné de t'en venir en service financier, là, toi? Là? Qu'est-ce qui t'a apporté? J'ai pas choisi ça pantoute. C'est la vie qui me l'a emmené. J'ai su saisir l'opportunité, mais moi, j'étais aux études à l'université comme pour devenir enseignante. OK. Donc, j'avais fait un DEP en service de restauration. Je travaillais dans les restaurants et j'étais passionnée par ce domaine-là. Et j'ai voulu enseigner le cours que j'ai suivi. Donc, j'ai commencé mon bac à l'université. Puis, finalement, j'ai une amie qui travaillait à la Banque Laurentienne dans le prêt hypothécaire. Puis, elle m'a dit un soir, elle a dit, Caroline, je verrais vraiment faire mon travail. J'ai dit, c'est quoi ton travail? Elle m'a dit, je fais du prêt hypothécaire. Mais moi, j'avais 24 ans, j'avais aucune idée c'était quoi le prêt hypothécaire. J'avais pas d'hypothèque moi-même. Et j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse. Mais je venais d'un monde, par exemple, ma mère était conseillère financière depuis 40 ans en Banque nationale. Mon père a travaillé dans les assurances chez Desjardins. Donc, j'avais un background, j'avais entendu des notions, mais ça m'interpellait pas nécessairement. Mais là, elle m'a mis en contact avec le boss là, de l'équipe en développement hypothécaire de la Banque Laurentienne et j'ai commencé les entrevues et ainsi de suite. Et j'ai eu le poste. Drôlement, j'avais aucune notion, mais j'ai été formée par la banque. Ils nous donnent des formations vraiment complètes. Puis ensuite de ça, j'étais vraiment travailleur autonome. Tout de suite, dans le bain, je devais commencer à développer des bureaux d'agents d'immeubles, créer des liens, aller chercher des leads pour réussir à avoir des premiers dossiers. Même pour la banque, tu étais travailleuse autonome? Travailleuse autonome. Ah, c'est vrai? Oui, OK. exactement. Fait que c'était payé à commission seulement. OK. Oui, au déboursé. Fait que il fallait qu'on réussisse à se faire connaître vite puis avoir du prêt. Il donnait un petit montant, je pense, au début, là, les premières semaines, quelques semaines là, pour te faire la main. Là, oui. Mais sinon, c'est ça. Fait que j'ai fait 4 ans à la Banque Laurentienne. Ensuite, je suis allée comme courtier hypothécaire directement parce que dans le temps, moi, il offrait qu'on n'avait pas besoin d'aller faire le cours de courtier. Juste les acquis que j'avais me permettaient d'aller directement à l'examen. Donc, je suis allée faire l'examen. Et là, par la suite, j'ai commencé comme courtier hypothécaire au sein de Planiprêt. Puis, j'ai rencontré mon partenaire de dans le temps, Martin, où est-ce qu'il était chez SFL. Okay. Donc, j'ai embarqué dans les bureaux chez SFL comme courtier hypothécaire pour desservir les conseillers financiers. Et là, rapidement, j'ai vu que les conseillers financiers avaient l'air donc bien aisés financièrement, donc bien une vie relaxe comparée à la mienne. Ouais. Puis là, je me suis dit, oh, attends un peu, il y a quelque chose à aller voir en arrière de ça. Puis le monde me disait, t'as pas le goût de suivre tes permis de placement, puis c'est bien plus payant sur du long terme. Puis là, bon, fait que... Parce qu'on s'entend que le courtage hypothécaire, t'es payé lors de la transaction, mais il n'y a pas de renouvellement, là.
Bien, il y a du renouvellement dans le sens que si tu signes un terme de 3 ans ou 5 ans, à ton 3 ans, 5 ans, ton client te revient et tu refais la transaction. Ouais. Mais c'est le temps de se baser, de se monter une C'est quand base de même 5 clientèle ans, comme là, ça. C'est long, pareil, là, tu sais. Il y a des clients à 3 ans, mais je Ouais. te dirais que la majorité des prêts hypothécaires, je pense que c'est 72 la statistique, toi qui aimes les statistiques, ne finissent pas leur terme de 5 ans. Ah ouais, OK. Les séparations, beaucoup de séparations. Moi, je suis une pro-séparatiste. On me connaît sous ce nom-là. Mais c'est-à-dire les séparations, les bébés aussi, tu sais, souvent, là, ils veulent agrandir la maison, un bébé inattendu, Ouais. tu sais quoi. Oui. Donc, les termes ne se finissent pas. Donc là, les clients te reviennent. Puis souvent, quand il y a des séparations, c'est super le fun parce que ça te permet de racheter 2 maisons, de faire 2 prêts. Ben oui. Mais je fais des farces avec ça. Mais effectivement, donc, c'est long à te monter une base de données. Puis il faut que tu fasses du développement des affaires avec d'autres courtiers, d'autres conseillers financiers, des agents d'immeubles. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis finalement, après quelques temps dans ce milieu-là, je voulais avoir un deuxième enfant. Et non, c'est mon premier, excusez. Vous voyez, j'ai hâte que ça passe, ces enfants. Ils s'en viennent autonomes, là, c'est le fun. On retrouve une liberté. Je dis ça devant Jade qui est enceinte, elle veille d'accoucher. Ouais, c'est ça. Puis moi, ben, présentement, il est autonome, là. Tu sais, il est bien au chaud. Puis finalement, je voulais avoir un enfant et suivre mes permis de fonds, tout ça. Puis j'ai eu une opportunité à la banque CIBC. Donc, j'ai transféré à la banque CIBC comme conseillère financière. De chez Planiprêt, SFL. De chez Planiprêt, SFL à CIBC. CIBC. Ouais. OK. Alors là, je suis allée prendre vraiment le pouls en arrière de tout ce qui était domaine bancaire. Les ouvertures de compte, les cartes de crédit, les marges de crédit personnel, les prêts personnels, les consolidations, le prêt hypothécaire, toute la sollicitation, parce qu'à la banque CIBC, c'était pas pareil comme d'autres banques, par exemple. Ils ne te donnaient pas un book de clients, puis let's go, c'est Mais tes à clients. ce moment-là, c'était la stabilité qui t'interpellait à la banque, la stabilité Oui. financière, de te dire, OK, là, je m'en vais à la banque, je vais avoir un enfant, ou ça va être plus stable financièrement que de te dire, là, je suis à mon compte à 100 puis, Exactement, oui. OK. Donc, finalement, j'ai fait un bout à CIBC. J'ai demandé un transfert parce que je faisais 1h30 d'auto le matin, le soir. Je travaillais sur René Lévesque versus Val-Bélair. C'était un enfer. Puis, ils n'ont pas accepté le transfert. Donc, j'ai changé d'institution financière. J'étais à la Banque nationale à Val-Bélair. Puis là, j'ai refait une formation. Puis là, ils m'ont donné, eux autres, un book des clients vraiment en hypothèque, ce qui était ma force. Puis, j'ai travaillé là quelques temps. Rapidement, je me suis aperçue que les valeurs des banques, ça ne me rejoignait pas. Moi, vendre des produits, avoir une pression de dire qu'est-ce que tu as vendu, des objectifs, ça ne me parlait pas du tout. Moi, je suis une personne qui est vraiment dans le conseil, dans l'accompagnement, dans l'éducation. Puis, rapidement, je me suis aperçue que c'était vite, un autre client le plus vite possible, puis plus de ventes possible. Ça, c'était contre mes valeurs. Donc, je suis retournée dans mon congé maternité. J'ai donné ma démission. Mon bébé, il avait 3 mois, je pense. Puis j'ai dit, je ne reviendrai pas. Puis j'ai parti le cabinet OK, quand à même. ce moment-là. Ouais. C'est un gros move. Un gros C'est move. un bébé de 3 mois à la maison. Justement, Jade l'a dit tantôt, là, on allait chercher la stabilité auprès de l'institution financière. Partir le cabinet, c'est quand même des fonds à sortir. Oui. On va se le dire. J'avais une sécurité avec le conjoint où est-ce que j'étais. OK. Il me supportait là-dedans. Donc, c'est ça m'a amené Ça aide, une là, tranquillité d'esprit. Mais avoir su ce qui s'est passé par la suite, je ne l'aurais pas fait. Mais la vie a voulu ça comme ça. Bon. Donc, j'ai été partie le cabinet. Dans le temps, c'est un cabinet pour femmes parce que je suis séparée maintenant de ma partenaire, mais j'ai parti un cabinet qui était destiné à rendre indépendantes et autonomes les femmes de nos générations et de celles à venir. Puis, on a volé là, pendant 9 ans sur cette mission-là. Puis, finalement, je suis tombée très malade dans les débuts lorsque j'étais dans la compagnie en affaires. Suite à mon accouchement, tout ça, j'ai eu la maladie, une polyarthrite rhumatoïde. Donc, ça a atteint toutes mes articulations. Donc, je n'étais plus capable de marcher à moitié. Je n'étais plus capable d'écrire. J'étais sur la grosse médicamentation pendant 4 ans, au début de ma carrière en plus. Je me suis séparée à travers ça. La maladie des jeunes enfants, le monde des affaires, c'était trop là, pour un couple. Donc, je me suis ramassée toute seule, maman monoparentale. Non, ça a été vraiment intense. 2 enfants séparés. Fait que voilà, ça a été mes débuts de carrière, ça. Puis, on aime bien ça parler aussi de l'expertise que tu as développée, puis que les conseillers ont développée. Là, toi, tu as développé une clientèle de femmes. Comment ça s'est passé à ce moment-là, tu sais, de dire
qu'est-ce qui vous a passé par la tête de dire on développe juste des femmes? Tu te restreins quand même à 50% de la population. Mais... C'est exactement le commentaire que notre directeur de centre financier nous a fait. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais de tes cabinets qui prennent juste les pharmaciens, juste les dentistes? Eux autres, c'est 1 de la population. Absolument. Moi, là, je n'ai 50 Puis sais-tu quoi? Les femmes vont tellement nous aimer qu'ils vont parler de nous à leur conjoint, puis on va ramasser la famille. Mais c'est ça qui s'est passé. Ben oui. On allait au Salon de la femme pour commencer à chaque année, puis on avait au-dessus de 200 noms qui nous laissaient. Tu sais, il y avait le kiosque d'Industriel Alliance en face, de Primérica, de plusieurs autres bannières, mais nous, c'était bien, bien plein. On faisait tirer des beaux cadeaux aussi pour attirer le monde. Mais au début, on allait dans la masse, là, totalement Madame tout le monde, parce qu'on avait vraiment cette mission-là, ce désir d'aider tout le monde. Puis, on a fait énormément de pro bono, là, beaucoup de... Alors là, l'année suivante, quand on est retourné au Salon de la femme, là, on a mis des questions vraiment plus précises pour avoir des clientes un petit peu plus qualifiées. OK. Mais en même temps, quand tu pars dans le business, ben il faut que tu envoies toutes sortes de dossiers pour te donner... une idée de qu'est-ce que tu veux faire. Exact, exact. Puis ça te donne plein d'astuces de travailler différents dossiers pour devenir optimal dans ton travail, pour avoir des solutions, une boîte à outils complète, là, tu sais. Fait que finalement, l'année d'après, un petit peu plus ciblé les clientes, ça a super bien été, clientes un petit peu plus aisées. Et tranquillement, comme ça, on a monté. Et là, bon, les enfants, les régimes épargne-études, les conjoints transferts. Donc, on a monté notre business comme ça. Ben oui, puis en même temps, là, tu faisais vraiment l'approche globale encore plus avec l'hypothèque à ce moment-là, j'imagine? Oui. Ça a été beaucoup ça qui m'a permis justement d'aller chercher tout ce qui est placement assurance rapidement dans un client parce que quand tu fais le bilan, l'analyse de la dette puis de la personne pour faire un prêt, bien, il faut que tu aies tous les papiers. Absolument. Tu vois comment il gagne, tu vois ses placements, tu vois ses dettes, tu as tout. Fait que là, tu vois aussi les assurances, assurance hypothécaire, il faut assurer le prêt. Fait que là, tu fais l'offre de service, l'ABF, c'est réglé, on vend de l'assurance pour tout le monde. Fait que ça a été une super belle porte d'entrée pour moi pour grossir la business. Ben oui, je comprends. C'est vraiment intéressant pour vrai. Puis, fait au fil du temps, vous avez bâti votre clientèle de cette façon-là, à travers les femmes. Puis là, depuis que... Là, est-ce que tu te concentres encore sur les femmes principalement? Bien, c'est sûr que la clientèle que j'ai dans mon book est beaucoup féminine, mais comme je vous dis, j'ai les conjoints aussi, fait que j'ai beaucoup de familles. J'ai beaucoup de femmes d'affaires, femmes professionnelles. Mais aujourd'hui, avec ma séparation, il y avait l'histoire de l'émission de télé qui arrivait, il y avait un projet d'achat de clientèle qui m'a été proposé. Il y a eu des choses qui se sont positionnées qui ont fait qu'aujourd'hui, je sers un petit peu plus les personnes à la retraite, proche de la retraite, en décaissement, ce que j'adore faire. Je me suis aperçue, j'étais passionnée par ça. J'en avais déjà, que j'aimais beaucoup servir, mais les personnes âgées, pour moi, c'est vraiment... ils ont tellement travaillé fort pour gagner ce qu'ils ont. Ils ont tellement besoin de sentir qu'ils sont en confiance, en sécurité avec leurs conseillers, parce qu'on le sait, là, la mauvaise presse aussi de notre métier, il y a plusieurs années, ça les a quand même shaké un peu. Puis aujourd'hui, bien, de sentir que je peux vraiment les soutenir, les accompagner, leur montrer des choses sur la technologie même. Tu sais, l'autre jour, j'étais chez une cliente, puis elle avait de la misère avec son téléphone, à signer les documents à distance. J'ai tout installé son application sur sa tablette. J'ai pris le temps avec elle, les mots de passe, de lui faire mettre dans son petit cahier. Elle était tellement reconnaissante. Là. Moi, ça, là, je me dis, bon, ben good job. Là. J'ai l'impression de donner un sens à ce que je fais vraiment là, quand je suis avec les personnes un petit peu plus âgées. Puis aussi, le fait des séparations, étant donné que moi-même, j'ai passé dans les séparations 2 fois. Et j'ai eu des parents qui ont été dans des séparations tumultueuses dans ma jeunesse. Le sens de la justice est très important pour moi. Donc, avec le fait que j'ai un volet hypothécaire, que je connaisse bien la maîtrise du passif, le partage de patrimoine, ça fait en sorte que les gens qui se séparent, j'adore traiter ces dossiers-là. C'est devenu une expertise. C'est une expertise. Tantôt, là, Tout à fait, parce que je sais exactement ce qu'ils ont droit ou pas, selon ils sont-ils mariés ou pas. Presque plus de couples sont mariés de toute façon. Là, il y a l'union fait qui s'en vient, là, qui va être super intéressant à regarder ce qui va se passer dans le futur avec ça. Les contrats de vie commune vont être à mode comme jamais, assurément. Mais, somme toute, de pouvoir prendre chacun des parties, les amener à comprendre que ce qui est le plus important, c'est pas nécessairement le 200-300 pièces par mois de plus ou le 5 000 de division du fonds de pension qui va amener le bonheur pour la suite des choses. Il y a des façons de faire, même des fois de laisser un petit peu d'argent sur la table d'un bord ou de l'autre pour faire en sorte que la relation reste belle, que les enfants ne souffrent pas. Je pense qu'il y a des priorités à ramener en avant de l'argent. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien de pouvoir faire ça puis que je sens que je fais la différence aussi, là.
Oui, c'est ça, parce que j'avais une autre question qui était justement, qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que les gens apprécient ton service, que les gens viennent vers toi? Qu'est-ce que tu penses qui te distingue, tu sais, au quotidien avec ta clientèle? Ben c'est ma force, c'est l'expertise des années de travailler dans les institutions, d'aller chercher tout le bagage du passif, tout ce qui est crédit. Tu sais, beaucoup de conseillers vont se consacrer que pour le placement ou que pour l'assurance ou que pour justement les courtiers hypothécaires, que l'hypothèque. Moi, en ayant les 3 permis, en ayant la vue globale du dossier, moi, il n'y a rien qui m'échappe. Fait que ça, je sais que je me distingue pour ça. Les clients, ils viennent avec moi, puis j'ai pas besoin de les référer ailleurs, c'est tout est chez moi. Fait que ça, les clients adorent ça. L'autre chose aussi, c'est que je suis une personne très directe. Je dis les vraies affaires. Fait que soit que tu m'aimes, soit que tu m'aimes pas. Les clients qui viennent avec moi, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une direction claire, précise, puis qu'on a un plan de match, puis qu'on déroge pas. Je suis pas du genre de fille à m'adapter à tout le temps ce que l'autre pense ou ce que l'autre pense. Moi, je crois vraiment à mes processus. Ça fait 16 ans que j'ai en arrière de la cravate. Fait qu'aujourd'hui, quand je mets un dossier en place, je sais où ce que je m'en vais, puis mes preuves sont faites en arrière. Donc, j'ai confiance. Fait que les gens, ils aiment le fait que je les prenne par la main, je les prenne en charge, puis qu'eux autres, ils ont la tête tranquille après. C'est une sécurité pour eux là, qui viennent chercher aussi. Exact. Je comprends. Oui. Vous avez le goût que je sois votre conseillère, hein? Oui, absolument. Ça donne envie, tout ça. J'ai envie passif. Oui, hein? Mais tu sais, c'est comme tu dis, c'est vrai. Il y en a tellement de conseillers qui disent hey, moi, j'ai pas envie de faire de budget, j'ai pas envie de savoir, tu sais, trop, parce que ça reste que c'est de prendre les gens par la main, puis à un moment donné, ben moi, je suis la première, des fois. Repars, va faire ton budget. Je donnerai pas la main pour faire son budget ou je donnerai pas la main pour la gestion de ses dettes parce que j'ai pas ces connaissances-là nécessairement. Mais toi, en ayant tout le bagage que tu as, bancaire, hypothécaire, ben c'est vraiment une force de pouvoir aider la personne avec la gestion de sa dette, l'amener à l'épargne, l'amener à bâtir son patrimoine. Là. Fait que c'est super intéressant. Oui. Effectivement. Mais tu sais, c'est une niche, comme tu dis, que pas tous les conseillers vont développer, là, mais c'est le fun de voir les différentes niches, des différents conseillers, puis que ça te réussisse aussi. Tout ça, tu sais, que ça t'ait amené au point où t'en es aujourd'hui, dans le fond. Oui, absolument. Mais je pense que 80 des gens ont des dettes, là. On se mentira pas, là. On l'a vu, les chiffres, là, 50 des gens gagnent moins de 50 000 par année au Québec, là. Fait que le taux d'endettement est extraordinairement élevé. Ouais. Donc, quand tu arrives avec un conseiller qui est capable de gérer ces volets-là, puis on a rencontré notre collègue Philippe Goyer qui parlait de la méthode du snowball ou avalanche, il y a des trucs, il y a des outils financiers pour aider les gens à éclairer plus vite. Fait que ça, j'utilisais beaucoup ça. Maintenant, je le fais de moins en moins parce que ma clientèle est de plus en plus fortunée. Ouais. Donc, j'ai moins besoin d'aller travailler la dette. J'ai encore quelques dossiers. Puis quand j'arrive en partage de patrimoine, là, je joue beaucoup là-dedans. Mais c'est quelque chose qui est important, je pense, de maîtriser quand même avec les outils qu'on a accès là, en tant que conseiller. Là. Puis, dis-moi donc, en achat de clientèle, parce que tu as quand même bâti, tu as fait les deux. Toi, tu as bâti ta clientèle, puis tu as fait un achat de clientèle. Moi, je suis toujours un peu mitigée entre me dire hey, mais ça, ma achat de clientèle, je vois ça gros. T'sais. C'est sûr que le développement des affaires, on a beaucoup qui voient ça gros aussi. Mais ça a été quoi, mettons, le plus gros défi? Tu sais, mettons, si tu pourrais me nommer le plus gros défi dans l'achat de clientèle puis le plus gros défi dans le développement, mettons. Le développement, là, mon plus gros défi, ça a été quand j'ai commencé à 24 ans, j'avais pas d'expérience. Ouais. Fait que quand j'allais voir les gens, je disais, faites-moi confiance, référez-moi vos clients pour votre prêt hypothécaire. Tu comprendras qu'un agent d'immeuble qui a 12 000 de commission au bout de la ligne, quand le prêt passe, il veut quelqu'un d'expérience qui sait où il s'en va avec son prêt, là. Fait que de faire... d'amener des courtiers à me faire confiance, ça, c'était challengeant. Mais avec ma personnalité et ma force de caractère, j'ai réussi à amener les gens à avoir confiance en moi. Je me souviens, là, j'apportais 4-5 dossiers par semaine à mon boss. Puis j'ai dit, OK, Ronald, tel dossier, voici, j'y présentais. Puis disais, ça passera pas. Ça passera pas. Parce que, qu'est-ce qui arrivait souvent, c'est que les premiers courtiers qui m'envoyaient de la business, ils m'envoyaient des dossiers qui n'avaient pas passé ailleurs. Ils me testaient, comprenez? Bien, j'ai rien à perdre de l'essayer, la fille de la Banque Laurentienne. Il n'a pas passé à la Banque nationale, je vais l'envoyer. Ben oui. Fait que moi, j'avais tout le temps des dossiers compliqués, mais j'avais un boss super allumé, avec plein d'idées tout le temps, des stratégies. Puis chaque banque, c'est ça qui fait la force d'un courtier. Chaque banque a des forces aussi différentes, puis qui ont envie d'avoir une clientèle différente. Donc, j'ai réussi à passer des dossiers, à créer des coups de circuit là, dans des dossiers.
Puis là, ça se parlait au bureau d'agent. J'avais plusieurs bureaux d'agents. Fait que ça se parlait. Puis à un moment donné, c'est un autre courtier qui m'appelait, puis tout ça. Fait que ça a été de faire ma crédibilité, de monter mon nom. Ça a été difficile vu que j'avais un jeune âge. Puis c'est drôle parce que j'aurais eu 50 ans, les cheveux blancs, j'aurais arrivé dans les bureaux d'agents, puis on dirait qu'ils m'auraient fait plus confiance. Ouais. Sans expérience pareille, mais juste le fait de l'âge. Ouais, bon. C'est toujours ça que je dis. Plus qu'on est jeune, plus c'est difficile. Puis en plus, les tranches d'âge, des gens qui font affaire avec nous, quelqu'un de 60 ans, va-tu vouloir faire affaire avec une personne de 22, 23, 24 ans? C'est ça qui est un peu tout le temps touché, là, comme conseiller ou comme courtier hypothécaire. Là, fait qu'au niveau du développement, là, c'était difficile. Mais quand je suis arrivée avec le cabinet, pour les femmes, au Salon de la femme, bien, c'était toutes des femmes entre 18 puis 65. Fait que j'avais du lousse en masse pour faire de la crédibilité là. Puis tu avais déjà de l'expérience en finance, même si tu étais relativement nouvelle comme conseillère en sécurité financière. Exact. Rendue à 30 ans, 32 ans... Tu as déjà plus de confiance, tu as déjà plus de prestance un peu qu'à 24 ans. Exact. Là, mettons, là. Ben oui. Fait que là, je te dirais que j'ai trippé le développement d'affaires. Je me suis rendu compte que j'avais une force là-dedans. J'aime les gens. Moi, j'aime tout le monde. C'est pas compliqué. Je suis comme dans le monde de Kalinours. Mes amis me disent ça. C'est une belle qualité à avoir. Oui, là, oui. Puis je m'intéresse aux gens. Puis j'ai hâte d'entendre parler de leur vie. Puis je ferais que ça dans ma vie d'entrepreneur, de conseillère, d'écouter des clients puis de voir leurs histoires. Puis finalement, je me suis aperçue que ça, c'était la partie que j'aimais le plus dans mon travail, le développement des affaires. Donc, c'est là que j'ai commencé à bâtir un club de réseautage, le Club L, là, que j'avais une vingtaine de femmes, entrepreneurs, notaires, avocates, courtières immobilières. On se réunissait les vendredis midi parce que j'aime ça quand c'est un petit peu plus festif. Moi, je voulais pas que ce soit... J'avais fait les BNI puis tout ça, mais ça me rejoignait pas. Fait que j'ai créé mon propre groupe. T'as bien fait. Mais oui. Puis le COVID est arrivé. Fait qu'après 1 an et quelques de temps, on a décidé de mettre fin. Puis j'avais tellement de travail que j'avais plus le temps d'animer ça. C'est quand même beaucoup de gestion. Regrouper tout le monde, s'assurer que tout le monde est là. Là, les restaurants, c'est rendu compliqué parce que il fallait que tu confirmes les réservations à telle date, à telle heure. Puis s'il manquait une personne, il fallait que tu payes. Puis mon Dieu. Fait que ça, la gestion en arrière de tout, j'aimais pas ça. Fait qu'en tout cas, j'ai arrêté ça. Puis, je me suis rendu compte que c'est ça, le développement d'affaires, c'était une zone de génie pour moi, là. Ça me va. Quand tu arrives en achat de clientèle, parce que c'est ça la question, c'est une autre affaire. C'est la première fois de ma vie que j'achetais de la clientèle. Cette année, ça s'est passé. Et il faut que tu te vendes plusieurs fois. Parce que c'est pas le client qui te choisit. Non. Effectivement. Lui, là, il était bien avec son conseiller. Ça faisait tant d'années qu'il était là, puis il sait pas t'es qui. Puis il aurait peut-être pas nécessairement été vers toi. Puis là, maintenant qu'il se ramasse que son conseiller prend sa retraite, ben il aurait peut-être le goût d'essayer son ami depuis longtemps ou quelqu'un de sa famille, ou tu sais. Mais là, tout arrive, puis tu dis, attends un peu, là, laisse-moi te prouver que je suis capable, puis que tu vas aimer ça que je te serve, puis que tu vas être content, puis que t'es chanceux même d'être avec moi. Tu sais, il faut que tu amènes ce côté-là. Ce que j'avais pas besoin de faire avant, parce que les gens, ils me rencontraient, puis ils disaient, mais oui, je veux ton service certain, tu sais, je connais personne, j'ai laissé mon nom, c'est parce que j'ai un besoin, puis tu vas répondre carrément aux besoins que j'ai. Les gens, ils t'achetaient, t'avais pas à vendre. Exact. Puis un coup que les gens sont clients avec toi, puis ils te réfèrent, mais quand tu as des gens qui arrivent dans ton bureau, bien, c'est ma soeur qui m'a référé, ou c'est ma collègue, ou c'est mon ami, bien, c'est déjà vendu d'avance. Fait que là, ce que je vis, c'est de dire, attends un petit peu, là, je sais vraiment que je suis la bonne personne pour eux, je le sais, qu'ils vont être bien avec moi. Mais je sens un petit peu ce lien-là fragile que je ne sentais pas avant dans ma business depuis toutes ces années. Fait que c'est différent, mais j'adore ça aussi. C'est un beau défi. C'est un gros challenge, pareil, là, tu sais. Puis vu que j'aime tout le monde, bien, j'aime tous les nouveaux clients que j'ai. J'adore ça. J'ai vraiment du bonheur au quotidien à les servir aussi. Fait que, ouais. Ah, c'est très... c'est le fun. Je suis contente d'avoir l'opinion des deux côtés parce que je sais que tu es une personne qui se développe super bien, tu as de la facilité puis que tu aimes ça en plus parce qu'on se ressemble quand même beaucoup. Oui, pas je mal. me pose toujours la question, justement. L'achat de clientèle, ça reste que c'est toujours intéressant parce que tu as des renouvellements. Au bout de quelques années, tu as fini de payer ta clientèle. Tu peux avoir une stabilité financière un petit peu plus intéressante que de bâtir ta clientèle, surtout quand tu commences exemple, à 22, 23, 24 ans, bien, tu sais, de monter ta clientèle avant que tu aies des bons renouvellements puis que tu puisses t'asseoir là-dessus, c'est pas toujours évident. Fait que l'achat de clientèle est super pertinente, super intéressante pour les jeunes. Puis il y en a de plus en plus à vendre, là, avec les conseillers qui
qui prennent leur retraite, hein, parce que les baby boomers vieillissent. Effectivement. Ça fait des belles opportunités pour les jeunes conseillers, là, mais des fois, c'est d'avoir les reins aussi pour acheter la clientèle. Là. Oui, puis de trouver la bonne personne avec qui on a des bonnes valeurs, avec qui qu'on va pouvoir avoir un fit naturel. Là. Si la personne, finalement, avant nous, qui nous cède la clientèle, c'était quelqu'un qui n'était pas très gentil ou qui n'avait pas les mêmes valeurs que nous, qui vendait à pression, puis que les clients avaient peur, bien, je ne sais pas si c'est une bonne affaire de la reprendre, finalement. Acheter pour acheter, là, je pense pas que c'est la bonne chose. Ouais. Effectivement, je pense que ça prend une relation entre conseiller, vendeur, acheteur qui est basée sur les mêmes valeurs, sur le même style de service. C'est pas évident à trouver. La personne qui veut vendre, qui te ressemble puis qui a le même genre de service. Mais je pense que ça se fait. Est-ce que, avec du recul, j'aurais acheté plus vite? Oui. OK. J'aurais ouvert mes horizons avant. J'aurais fait bien des choses. Tu sais, mettons, je repartirais mon parcours, je ferais les choses vraiment différentes, puis je pourrais en parler à la fin de mes conseils aux jeunes qui commencent. Ce que moi, selon mon parcours, j'ai eu, ce que je ferais différemment, là. Mais c'est sûr et certain que tu vas plus vite en achetant une clientèle qu'en développant un client un par un. Ça va plus vite, puis tu peux surtout aller chercher une clientèle qui est déjà avec un certain niveau d'actif, qui va te ramener après 5 ans quand ton prêt est payé un revenu intéressant, comme tu dis, tu sais, parce que c'est de la peau, là, tous les frais qu'on a. Puis quand tu fais du développement d'affaires, bien, autant t'en gagnes, autant t'en investis pour te faire connaître. Bonjour, je m'appelle Mike Mainville, je suis conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rente collective et depuis 3 ans, je suis directeur principal Québec, développement des affaires et marketing chez UV Assurance. Bonjour Mike. Bonjour Jade. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle capsule informative de UV Assurance. Puis là, j'ai envie qu'on parle de l'assurance maladie grave de chez UV. L'ADAP Santé. L'ADAP Santé. Qui est un de nos produits phares chez UV Assurance. Et c'est un produit dont je me suis servi beaucoup lorsque j'étais conseiller. C'était mon produit de maladie grave préféré pour des enfants. Puis le contrat n'a à peu près pas changé depuis cette époque-là. Ça demeure un très, très beau contrat et les primes n'ont pas changé non plus. En fait, l'ADAP Santé, c'est un produit, si vous connaissez l'adaptable. Si vous ne connaissez pas l'adaptable, je vais vous perdre pendant 30 secondes, mais si vous connaissez l'adaptable, l'ADAP Santé fonctionne exactement comme l'adaptable. Il y a un montant de chapitre A et un montant de chapitre B. Donc, le montant de chapitre A, c'est le montant d'assurance initiale pour lequel je suis assuré pendant que je paye des primes. Puis le montant de chapitre B, c'est le montant qui reste lorsque j'ai fini de payer mes primes. Il peut y avoir un montant là, mais il peut ne pas y en avoir. Donc, par exemple, je peux choisir de faire un ADAP Santé payable jusqu'à l'âge de 65 ans et de mettre 50 000 $ dans mon chapitre A et 25 000 $ dans mon chapitre B. Ça veut tout simplement dire que mon client va être assuré pour 50 000 $ jusqu'à 65 ans. À 65 ans, les primes sont finies de payer, puis il reste 25 000 $ pour le reste de ses jours. Okay. Mais je peux mettre 5 000, je peux mettre 0 dans le chapitre B, je peux mettre 50 000, je peux libérer le contrat pour le même montant que le montant initial. Ce qui est très intéressant avec des enfants, c'est que le payable 20 ans est extrêmement compétitif. Okay. Mais le payable pour des bébés, le payable jusqu'à l'âge de 25 ans gagne tout parce qu'il est beaucoup moins cher, parce que pour un bébé, je vais le payer 50 plus. Mais si je compare avec des payables 20 ans, je vais payer un peu moins cher sur le payable jusqu'à l'âge de 25 ans. Et nécessairement, ça fait baisser la prime de votre client. Donc, au lieu de se retrouver avec une prime qu'il dit « Ah, ouais, sais-tu, je vais laisser tomber », bien, vous venez de baisser la prime de peut-être 10 $ par mois, puis là, il va peut-être dire « Ah, ben oui, finalement, ça rentre dans mon budget ». Donc, ça permet la durée de paiement des primes avec l'ADAP Santé d'ajuster la prime que le client veut payer, particulièrement pour des enfants. Pour l'ADAP Santé juvénile, entre autres, quand on le souscrit de 30 jours à 15 ans, il y a 31 conditions couvertes. Donc, on va couvrir toutes les maladies pour adultes, toutes les conditions pour adultes, et on ajoute plusieurs conditions spécifiques aux enfants. Et vous allez peut-être voir dans notre documentation promotionnelle que pour les adultes, on couvre 24 maladies. Mais dans le fond, on en couvre 25 comme tout le monde. Des fois, j'ai des conseillers qui m'appellent et qui disent « Pourquoi vous en couvrez 24? » Puis là, je cherche la maladie que vous ne couvrez pas comparée à d'autres assureurs. C'est qu'en fait, greffe d'un organe vital
et défaillance d'un organe vital avec inscription sur une liste d'attente en vue d'une greffe. Ça, c'est 2 maladies chez la plupart des assureurs. Nous, on l'a regroupé en une seule maladie. Donc, on a les mêmes maladies couvertes. C'est juste qu'on s'est peinturé dans le coin en disant qu'on avait 24 maladies au lieu de 25, mais je considère qu'on a 25 maladies comme chez la plupart des assureurs. Donc, c'est un très, très beau produit, bien tarifé, à une prime extrêmement compétitive, particulièrement pour des enfants. Le remboursement des primes au décès est toujours inclus. Ce n'est pas un avenant. Ouais, OK. Oui. Lorsque vous sortez une prime, là, peu importe la conception de votre produit, le remboursement des primes au décès est toujours inclus. Et si votre chapitre A, donc le montant qui est libéré, et votre chapitre le chapitre B, donc le montant qui est libéré, et le chapitre A, qui est votre montant d'assurance initiale, s'ils sont égaux, automatiquement, vous avez le remboursement des primes à 100% à l'expiration du paiement des primes. Donc, si le paiement des primes est jusqu'à l'âge de 35 ans, par exemple, parce que vous avez un vaste choix de sélection du paiement des primes, si le contrat est de 50 000, payable jusqu'à 35 ans, et que le montant est libéré pour le même montant à l'âge de 35 ans, le remboursement des primes va être de 100% si on annule le contrat et c'est inclus automatiquement dans le contrat. On est encore un des seuls assureurs qui ne fonctionne pas avec des avenants. C'est vraiment, ça fait partie de la conception du produit. Donc, l'Adap Santé, c'est véritablement un produit à découvrir. Cependant, je mets un petit bémol, il n'est pas disponible en émission simplifiée. C'est une tarification régulière qui s'applique avec de base une entrevue téléphonique pour le client. Fantastique. J'invite les conseillers à contacter leurs représentants pour en apprendre davantage. C'est ce que je vais faire parce que je ne connais pas l'Adap Santé, mais je pense qu'on gagne tout à le connaître davantage. Merci beaucoup, Mike. Avec plaisir. Si tu avais justement quelque chose à dire là, par rapport à qu'est-ce que tu ne referais pas, c'est quoi que tu ne referais pas? Ben, dans le sens, tu disais, j'aurais peut-être un conseil ou, tu sais, si on revient en arrière. Il n'y a rien que je ne referais pas. OK. OK, parce que ça m'a tout forgé qui je suis. Puis aujourd'hui, ces expertises, ces expériences-là, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, font en sorte que je suis outillée pour m'élever plus vite. Ben oui. Mais ce que je ferais différemment... OK, qu'est-ce que tu ferais différemment? Excuse-moi, ma question non, était c'est pas grave. Et dans un, je me collerais avec des pros. J'ai eu beaucoup d'opportunités au début de carrière de joindre des cabinets. Mais je disais non parce que j'avais parti le mien avec ma partenaire dans ce temps-là. Et elle aussi, elle commençait dans le fond. Fait que les deux, on était bien excités, bien motivés. Tout ça. Mais avec du recul, j'aurais collé d'autres cabinets pour aller chercher de l'expertise dans des gros dossiers plus rapidement, m'ouvrir des opportunités aussi. Là, j'étais vraiment focus avec des œillères, avec ma mission, ma vision, let's go, je fonçais, mais j'ai eu plein d'opportunités qui ont fait que je serais rendue probablement ailleurs aujourd'hui. Est-ce que ce serait mieux? Je ne le sais pas. Je pense que ça serait différent. Mais une chose est sûre, c'est que peut-être que financièrement, ça aurait été plus facile. Oui. Parce que je me suis fait beaucoup d'amis dans le domaine où est-ce que j'étais, tout ça, pour commencer. Puis j'allais me faire outiller le plus possible autour de moi avec d'autres conseillers quand j'avais des dossiers plus complexes. Mais je pense que si j'avais eu des gens plus proches de moi, qui auraient pu pitcher des dossiers avec moi, qui auraient pu même me faire travailler dans leur clientèle, j'aurais été peut-être 2 fois plus loin que je le suis aujourd'hui, je pense. Oui. Oui. Avec du recul, là, je vois qu'il y a des cabinets qui sont en force, qui ont besoin de recrues, qui ont besoin de nouveaux conseillers. Puis c'est difficile pour eux de trouver des personnes qui veulent être salariées au sein d'un cabinet, mettons, ou d'être juste à commission puis de partager les coms, mais au moins de jouer dans la clientèle. Puis moi, ça, j'aurais aimé ça faire ça, finalement. Oui. Mais ça reste que, tu sais, je pense que quand on part comme courtier, il y a une valeur que je pense qu'on a pas mal toutes, là, tu sais, c'est l'indépendance puis la liberté. Je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Dans nos modèles d'affaires, par exemple, là, c'est facile d'être libre en étant en équipe. Oui. Tu sais, c'est ça que le monde ne sache pas. Toi, Alison, c'est un peu ça que oui, tu vis, dans le fond. Mais effectivement, je me suis collée à un cabinet, en fait, en début de carrière pour mettre la stabilité financière de mon côté un petit peu aussi, là. Veux pas, tu sais, la maison qui arrive, l'hypothèque, il faut un moyen de payer, là. Mon conjoint gagne sa vie, mais pas pour 2 non plus, surtout dans l'économie d'aujourd'hui. Fait que, effectivement, je trouve que ça a été une belle opportunité pour moi. On verra, là, j'ai 27 ans, on verra ce que la vie me réserve dans le futur, mais pour l'instant, je trouve que, en tout cas, ça me bâtit ma boîte à outils pour le futur, puis tu sais, ça met le plus de chance de mon côté. Côté rémunération, c'est certain que ça donne une énorme chance. Ben oui, c'est moins difficile que de partir à 0-0. Là. Oui. Pour la clientèle aussi, tu sais, j'ai la chance d'être dans la clientèle du cabinet, d'être
la seule conseillère, donc ça donne une énorme chance d'apprendre à travailler des plus gros dossiers aussi. Des fois, c'est difficile, comme tu le dis, parce qu'il n'y a personne en haut de moi pour me dire « Alison, fais telle affaire, tu sais, ce dossier-là, gère-le de telle façon, puis présente-le, pitch-le comme ça. » Fait que c'est un petit peu, tu sais, je dois débroussailler tout ça, là. Mais comme tu dis, ça apporte une force supplémentaire, puis système D, on le développe vraiment plus vite de cette façon-là. Exact. Ben oui, tout à fait. Ouais. Fait que j'aimerais ça, moi, savoir, Caroline, t'en as parlé un petit peu, là, dans les dernières minutes, mais si tu avais une stratégie, le conseiller à succès, qu'est-ce que ça prend pour devenir un bon conseiller financier, tu sais, dans la vie? Je pense que la première chose, il faut se connaître. Parce que c'est 2 modèles d'affaires à développer, puis être conseiller à l'interne d'une structure. Puis c'est pas tout le monde qui est fait pour être développeur. Je me suis rendu compte qu'il y en a très peu dans notre métier qui sont développeurs. Fait qu'un coup que tu comprends que c'est pas ta force, trouve une belle porte d'entrée dans un cabinet qui ont besoin, puis que ça rejoint un peu tes valeurs. Puis, tu sais, des fois, ça se peut que ça ne rejoigne pas tout à fait ce que tu as de besoin là, mais ça va t'amener de l'expertise. Puis, dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras peut-être avec un autre cabinet qui te rejoint plus, tu partiras le tien, tu achèteras un book ou peu importe. Mais je pense qu'il faut joindre un cabinet, selon moi, ou avoir des partenaires, tout ça. Un bon conseiller, je pense sincèrement que c'est celui qui va mettre l'intérêt du client en premier avant la sienne. Dans notre domaine, on a une facilité à... On le voit, là, les gens qui vendent des primes puis ils veulent donc bien que ça leur rapporte, puis c'est ça qui compte. Moi, ça me turn off my head. Moi, je suis une fille qui, peu importe comment ça va m'apporter, je ne sais même pas. Je ne connais pas les taux de boni. Quand les institutions arrivent et ils disent « Hey, si tu vends tant de primes avec moi, ça va te donner tant... » Je n'ai aucune idée. Parle-moi pas de ça, je ne veux pas le savoir. C'est quoi le produit? C'est lequel qui va être le mieux pour mon client? Je pense que quand tu fais ça, les clients le ressentent, puis les gens arrivent vers toi. Puis moi, je me couche le soir tout le temps avec la tête tranquille. J'ai pas de doute sur mes recommandations. Fait que je pense que si les gens font là avec le cœur, avec cette façon-là de travailler, pour moi, c'est des bons conseillers. Après ça, ben c'est de trouver la spécialité qui les anime aussi. Parce que, tu sais, il y en a qui vont être vraiment forts en assurance, il y en a qui vont détester le placement. Fait que c'est parfait, vas-y, fonce là-dedans. Essaye pas de devenir généraliste si ça t'anime pas. Parce que tu vas tourner coin rond puis tu l'aimeras pas ta job. Si on veut faire en sorte que notre métier soit reconnu à sa juste valeur, ben il faut qu'on ait des conseillers performants, motivés, passionnés. Puis ça part par là, de se connaître soi-même. Oui. Puis de trouver des gens au pire complémentaires à notre profession, à ce qu'on développe comme expertise, tout simplement. Oui. Mais ce qui est dur en début de carrière, tu sais, de pas avoir... On va mettre du pain sur notre table, là, souvent, là, dans le sens que c'est pas facile financièrement. Puis des fois, les gens, peut-être, moi, je me dis toujours ça, probablement qu'ils ont poussé la vente parce qu'ils avaient absolument besoin de manger la semaine prochaine, ou dans 2 mois, parce qu'on sait qu'on s'est pas payé la semaine prochaine. Maintenant, on est payé un peu plus vite, là, mais ça reste que... fait que peut-être que des fois, on se trouve dans des situations, justement, quelqu'un qui se trouverait dans une situation comme ça, qu'est-ce que tu aurais à lui dire, justement, tu sais, de façon précaire? Là? Mais la première chose, là aussi, là, avant de tomber conseiller, là, mettez-vous de l'argent dans le compte, là. C'est vraiment stressant les premières années financièrement, là. Puis si vous voulez bien travailler, il ne faut pas que vous ayez cette pression financière-là. Fait que, at scratch, vous partez de l'université puis vous vous lancez là-dedans, joignez un cabinet qui va vous donner une rémunération de base, là, ou si vos parents peuvent vous backer, ou... Organisez-vous pour avoir un gros montant dans le compte, là, pour ne pas être stressé. Puis quand je parle d'un gros montant, là, c'est 1 an de salaire d'avance. Tu sais, c'est vraiment stressant quand tu pars avec aucun salaire. Puis je pense que les meilleurs conseils que je peux donner, autant pour un client ou qu'un conseiller, c'est de se bâtir un méchant bon montant, là, un beau 50-60 000 de côté dans début vingtaine, puis de ne pas être touché. Après ça, quand tu mets ton 50 000, tu le fais d'implacement, les intérêts composés, tu y penses plus, tu le laisses aller, puis là, tu commences à ramasser de l'argent pour ta maison, puis là, tu achètes une première maison, mais même s'il arrive un peu pince à la maison, ton 50 000 que tu as placé est rendu à 75, puis là, tu dis, je vais prendre 5 000 là, c'est pas grave. Ton mindset en arrière, il n'est jamais dans le mode survie. Dans notre société, puis c'est drôle, on en parlait l'autre jour avec des conseillers, parce qu'avec l'émission, on a l'occasion de rencontrer plein de conseillers puis de parler de plein de choses. Et ça m'a vraiment allumé cet esprit-là de dire, Caroline, que les Québécois, la première chose, c'est de s'en aller vite chez nos parents, puis de s'en aller s'acheter une maison.
Mais attends un peu, là, tout le monde qui s'achète des maisons sont stressés financièrement. Ils passent des années à remettre de l'argent sur la maison, souvent à être obligés de travailler. Ils ne peuvent pas prendre des congés de plus parce qu'ils ont besoin de leur argent. Ils sont à scène près, ils s'endettent. C'est pour ça qu'il y a autant de séparation, de suicides, d'épuisement, d'arrêt de travail. Ça provient en général du stress financier. On le sait dans l'assurance invalidité, c'est le premier cas d'arrêt, là, les troubles mentaux. Crime, c'est parce que les gens ne sont pas assez financièrement solides. Ça part de là. On a la réponse, là. On l'a trouvé, là. Je pense que je l'ai trouvé. Je fais des farces. Mais je pense que ça, là, si tout le monde avait un 50 000 qui plaçait en vingtaine, là, puis qui laissait aller ça, puis qu'après ça, il commençait à penser à s'acheter une maison, on serait ailleurs dans notre génération. On aurait une vie beaucoup plus douce. Fait que moi, mes conseils que je donnerais aux conseillers qui veulent commencer dans le domaine, c'est ça. Organisez-vous pour avoir de l'argent de côté pas mal avant de commencer dans le domaine et joignez, ou si vous n'en avez pas, joignez un cabinet qui va vous offrir un salaire pour commencer, pour prendre votre expertise. Fait que dépensez pas tout votre argent d'abord comme je l'ai fait. Comme moi aussi. Ça nous est tous arrivé. Oui, c'était rock and roll dans notre jeunesse. On vient d'une autre génération. Oui, c'est ça. Je pense que la génération... Hey, Caro, j'aimerais ça qu'on parle un peu du débat des finances. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles de justement l'opportunité qui s'est présentée à toi. Parce que tu es une personne qui crée énormément d'opportunités. Tu es une personne qui n'attend pas que les choses viennent à... Puis j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu, justement. Comment que c'est arrivé, ça, cette opportunité-là? Bien, dans le fond, j'ai été invitée sur le plateau d'une autre émission qui s'appelle Rupture, parce que, comme vous savez, je me spécialise dans les séparations. J'ai été invitée comme panéliste, justement, au niveau du placement d'assurance, du partage du patrimoine, conseillère financière. Puis, en allant sur le plateau, je suis allée 3 fois. Puis, en allant sur le plateau... parce que pour aller sur des émissions, il faut que tu payes, il faut que tu fasses la publicité. Et j'ai parlé avec le producteur, puis il est venu faire tourner une capsule dans les bureaux de chez Mika pour mon cabinet à ce moment-là que j'avais avec ma partenaire. Et puis, je l'ai regardé, puis je lui ai dit, écoutez, à quand est-ce une émission sur les finances? Puis là, il m'a regardé, il dit, bien, je suis très prêt au bout à voir ça, mais j'ai pas de concept, j'ai pas d'animatrice, tout ça. Puis, on était le vendredi, et le lundi, je retournais en studio pour enregistrer les voix du commercial qu'on venait de tourner, de la publicité. Et le lundi, je l'ai vu, puis j'ai dit, savez-vous quoi, je l'ai l'idée, puis le concept, puis l'animatrice, avez-vous 2 minutes pour vous asseoir pour que je vous compte ça? Fait qu'il dit oui. Fait qu'on s'est assis dans la salle, je lui ai pitché mon concept du débat des finances, et il est allé chercher le VP communication de Télémag, et il est revenu, il dit, réexplique-y ça à lui. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, les deux se sont regardés et ont dit, on le fait. OK, j'ai une émission, ça part! J'avais pas vu l'arrière-scène de tout ça, comment ça allait se passer. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Mais... C'est tout le temps ça, la vie, hein, dans le fond. Mais ça a été une belle surprise. C'est quelque chose que j'apprends à travailler avec Jade. Moi puis Jade, on a commencé à travailler ensemble. On se connaissait pas beaucoup. Je l'ai invitée à dîner, Jade, puis j'ai dit, Jade... On était en formation ensemble, à toutes les semaines, on se voyait en visioconférence, puis je tripais sur Jade. Je disais, c'est comme moi, elle! On est fait pour s'entendre! Fait que je l'ai amenée... la même opinion. Oui. Fait que je l'ai amenée dîner, puis j'ai dit, Jade, je veux que tu sois là avec moi, je veux qu'on monte ça ensemble. Elle a dit go. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai dit, t'es sûre, là? Et là, je l'invite à dîner chez nous, vous travaillez sur le projet. Je sors la bouteille de vin. Là, moi, j'étais excitée. Je me demande si tu fais pas du champagne, même, du mousseux. Et là, elle me dit, je boirai pas. Hein? Voyons, je pensais que t'étais une fille de party. Là, je pensais que ça allait être festif, ce montage d'émission-là. T'es pas Beauce Run, toi? Oui! Hey, ta réputation qui te suit, là, ça marche plus! Fait qu'elle me dit, j'étais enceinte. Fait que depuis son petit bébé garçon, il va avoir monté l'émission avec nous pendant les 9 derniers mois. C'est vraiment C'est trippant. vrai. Ouais. Il était... Le petit garçon-là, il est faisait significatif. partie quand même de l'animation, lui aussi. Oui. Ah, oui. Effectivement, Karate Kid était présent. Mais justement, tu sais, le concept de l'émission, tu sais, j'aimerais ça que je peux l'expliquer, mais j'aimerais ça que tu en parles, évidemment, un petit peu. Tu veux embarquer un petit peu plus là-dedans. Là. Ben oui. La mission en arrière de ça, c'était vraiment de faire en sorte que on éduque les gens, bien entendu, parce que je pense qu'un peuple éduqué financièrement va faire les choses différemment, puis va être beaucoup plus heureux, beaucoup moins de maladies, beaucoup moins... Bon, vous comprenez tout ça.
Mais c'était aussi de faire voir notre beau métier et de montrer aux gens que des courtiers, il y en a de toutes sortes. On a toutes des personnalités, on a toutes des visions différentes, on a tout le désir de travailler avec des clients avec des niches, justement, des spécialisations. Puis à un moment donné, bien, les gens ne savent pas trop c'est quoi qu'on fait tant que ça, des fois. Ils connaissent le monde bancaire, leur conseiller à la succursale, mais un courtier. Fait que je me disais, il faut qu'on invite plusieurs courtiers, qu'on les fasse parler, qu'on fasse voir c'est à qui ces gens-là, ce peuple-là a accès, la chance qu'ils ont de travailler avec ces gens-là. Fait qu'aujourd'hui, ben, on invite les conseillers, puis on parle de sujets d'actualité, de choses super importantes, autant que ce soit la protection d'assurance, l'hypothèque, le placement, la retraite, la gestion de l'argent en couple. C'est super d'actualité, là, ce qu'on parle. On avait vraiment envie au début d'avoir un vrai débat. Moi et Caro, dans notre monde de licorne, là, on se disait, on va trouver un conseiller qui est pour les REER, un conseiller qui est contre les REER, puis ils vont venir parler de ça, mais en même temps, on s'est rendu compte, quand on est tombé sur Terre, finalement, qu'on est capable quand même de monter dans l'arc-en-ciel assez haut. Mais on s'est dit, il n'y a jamais personne, finalement, qui va se commettre à dire... Tu sais, même si, moi, ma clientèle, c'est pas tant des gens de REER parce qu'ils montent leur patrimoine avec leur business ou des choses comme ça, fait qu'ils disent pourquoi je prendrais des REER ou ça, mais tu sais, je peux pas dire ça à la télé, je peux pas me commettre. On est restreint avec l'autorité du marché financier, on est restreint à dire des choses, que ça nous a créé un méchant stress au début de se dire « Ah, mon Dieu, comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire pour parler de certains sujets sans se mettre les pieds dans le plat? » Mais finalement, on trouve des super conseillers, puis le monde nous dit « Pourquoi vous n'invitez pas des notaires? Pourquoi vous n'invitez pas des avocats, des comptables? » Parce qu'on veut que ça soit vulgarisé par des gens qui sont habitués de vulgariser les finances comme des conseillers indépendants, puis on veut mettre d'avant les conseillers indépendants comme le RJCQ, en fait. Là. Fait que... On dit pas qu'il n'y en aura pas jamais des notaires qui viendront, mais pour l'instant, notre mandat, c'était ça. Là, on vient de signer la saison 3. Alors, je serai plus enceinte! Oui, c'est ça! Fait que, à suivre, tu sais, mais c'est sûr que, tu sais, là, justement, c'est un podcast pour les conseillers, mais on est ouvert à avoir vos candidatures. Si ça vous tente de vivre ça, cette expérience-là, d'avoir une belle opportunité de passer à la télé, c'est trippant de voir les conseillers, d'arriver sur le plateau, puis d'être stressés, nerveux, mais après ça, de sentir qu'ils ont réalisé des grandes choses. Souvent, les gens disent « Ma mère est fière de moi ». Je trouve ça cute au bout. Parce qu'en tant que parent, quand tu vois ton enfant dans sa profession arriver à la TV, tu sais, c'est comme un cap, vraiment, que tu dis « Jamais j'aurais pensé que ça aurait arrivé ». Fait que de pouvoir permettre ça, moi, ça me fait tripper aussi, là. Oh, ouais. Puis c'est le fun, vraiment, de connecter avec des conseillers qui ont différentes expertises. Puis moi, c'est ce qui me fait tripper aussi dans le RJCQ, c'est de rencontrer des conseillers. Puis avec l'émission, on le fait, on rencontre, on échange, on parle avec chacun des conseillers avant l'émission pour se mettre dans le bain. Puis vraiment, on fait des excellentes rencontres. C'est vraiment le fun. Pour ça, je voulais qu'on en parle un petit peu, là, parce que ça reste que ça rejoint beaucoup. Je trouve que le débat des finances rejoint beaucoup les valeurs du RJCQ. Puis je trouve ça le fun, de pouvoir le jumeler ensemble, parce que je fais pas de la promotion. On fait pas de la promotion sur le RJCQ non plus pour le débat des finances, parce que notre clientèle cible, ça reste que c'est monsieur, madame, tout le monde, pour vulgariser. On a cette valeur-là en commun, Caroline et moi, de vraiment vulgariser les finances. Puis je pense qu'on a mis trop longtemps les finances sur un piédestal. Moi, quand je suis rentrée dans le domaine, tout le monde était en veston-cravate, là. Toi aussi, probablement, là. Je le suis moi-même. C'est encore... J'ai mon look toi, de femme d'affaires. Moi, j'aime ça. C'est comme ça que je me sens bien. Mais j'adore les conseillers qui sont beaucoup plus lousses. Les hommes, souvent, une chemise avec des jeans. Ça me fait triper de voir que c'est en train d'évoluer, ça. Ouais. On a reçu Gabriel Gauthier-Veillette, qui est un look vraiment qui sort de l'ordinaire, mais qui a une super communauté qui rejoint vraiment le peuple qui... Oui. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on a... vulgarise à un vraiment niveau supérieur. Ah ouais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, effectivement, c'est plus le look. C'est qui tu es. Les gens achètent l'humain derrière le look, finalement, tu sais. Oui, puis je pense que, comme tu dis, il y a de la place pour tout le monde. Tout type de personnalité comme conseiller, c'est à nous de se connaître, de savoir qui qu'on veut qui qu'on veut servir, à qui on veut rendre service, puis c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre façon d'être, puis d'être authentique, puis Fait que je pense que c'est vraiment d'y aller de cette façon-là. Ben, on est des petites bébites humaines, hein? Fait que, tu sais, nous aussi, on est des humains. À la base, on en fait des choix. Fait que de se positionner du côté du client, des fois, de se dire, ben
avec qui, tu sais, avec qui il aimerait faire... Bon, c'est sûr qu'on n'est pas le client en tant que tel, là, mais en tant que consommateur, des fois, on peut se replacer dans les pieds du consommateur puis voir comment nous, avec qui on aimerait faire affaire, avec quel genre de personnes. Fait que moi, c'est tout le temps ça que je me dis, tu sais, ma clientèle, j'essaie qu'elle me ressemble le plus possible, comme tu expliquais tantôt, pour que le fit soit bon. Puis je me dis, si j'étais à sa place, comment j'aimerais, tu sais, qu'on me desserve? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'offre de petits plus qui va faire la différence? Tu parlais des personnes âgées tantôt, tu sais, c'est difficile pour eux, on s'entend, là, des fois, de faire confiance, comme tu disais. Fait que de faire le mile supplémentaire que d'autres feront pas, je pense que c'est ça qui dans ton cas, à toi, t'a vraiment démarqué, puis qui peut aider les jeunes conseillers aussi, là. Vraiment. Merci, Caroline. Merci Hey, beaucoup. c'est déjà fini? Ben oui, ça va vite, hein? C'était super le fun, ça me fait plaisir. On a eu des bons conseils, on a Vraiment. eu une belle émission pour justement de pouvoir partager avec toi. Tu as une belle expérience, une belle approche. Je pense qu'il y a beaucoup de conseillers qui vont se reconnaître dans ce que tu as dit, dans ton parcours, dans tes valeurs. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation à venir échanger avec nous sur le podcast. Et puis, j'aimerais qu'on remercie aussi notre partenaire UV Assurance. C'est grâce à eux là, qu'on est ici en studio, qu'on enregistre les épisodes. Puis, je vais inviter chacune des personnes qui nous invitent à partager le podcast à d'autres conseillers, à d'autres mondes de la finance. Ça peut être même des comptables, n'importe qui. Vous partagez. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Spotify. On va être sur toutes les plateformes de podcast. Donc, partagez. Ça va nous faire plaisir de pouvoir... Puis mettez 5 étoiles, là. Oui. Pour qu'on sorte davantage. Effectivement. Encore merci, les filles. Merci, Merci Alison. beaucoup. Merci, Caroline. Merci, Alison. Merci, Jade.